Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, dedans, allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, super il champion peut du revenir, monde. allez, allez. Il va le faire, il va le faire. Allez. Il va faire Barkhadi au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarban, ça fait sauter. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Pour commencer notre soirée, on va recevoir une triplette magique du combiné jurassien. Alors, trois athlètes qui évoluent au sein de l'équipe de France. Alors, ils ont commencé leur saison le week-end dernier du côté de Ruka en Finlande. On va recevoir nos amis Marco Ennis, Matteo Bo et Laurent Multaler. Alors, trois athlètes alors, qui viennent pour Laurent du club de Prémanon et pour les deux autres de l'Olympique Mont d'Or à la frontière avec le Doubs. Alors c'est vrai que Matteo, c'est un fils de combiné, hein, son père a été combiné également, donc on va les retrouver, ils ont performé hein, pour leur rentrée en lice sur cette saison de Coupe du Monde, ils ont performé, donc on va revenir avec les trois ensemble, ils sont là, ils arrivent, là ils sont les trois collés. Alors ils sont pas la bière, comme dirait Laurent, mais au mois d'avril, mais en tout cas on va les recevoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, c'est le principe du média, et on va se rejoindre avec eux. Un petit quart d'heure avec eux et après on enchaînera sur un deuxième invité. Bonsoir à la triplette. Alors le duo pour l'instant. Ah ben voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors pour revenir un petit peu sur le premier week-end de Coupe du Monde. Laurent, tu me disais jeudi dernier, on va attendre un peu le premier week-end, on va se concentrer. Et c'est vrai que ça vous a plutôt bien réussi sur ce week-end-là. Je voulais commencer par le plus jeune d'entre vous, Marco, 19 ans, même pas la vingtaine. Tu sortais d'un été assez fabuleux avec le dossard jaune des OPA, les OPA Games. Là, le week-end, voilà, tu as fait ton premier top 20 le vendredi, de nouveau dans les points le samedi avec une 28e place. Ça a été un petit peu plus dur pour toi le dimanche, mais qu'est-ce que tu en retires un peu de ce premier week-end de la saison? Eh ben, plutôt content, surtout d'attaquer par une course de 5 km. Ça m'a plutôt aidé à me mettre dans le bain, parce que on avait attaqué à faire des courses sur la neige à Rovaniemi, le stage une semaine avant. Mhm. Ouais, c'était quand même bien d'attaquer par un 5 et du coup de faire mon meilleur résultat en carrière pour le moment, c'était quand même vraiment top, ouais. Oui, parce que alors pour expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent ce soir, tu as déjà évolué hein, sur le circuit Coupe du Monde, mais c'était plus de l'apprentissage sur les précédentes saisons. Ouais, exactement. Bah, si je pouvais performer, ça aurait été super, hein, Ouais. mais c'était pas encore assez au point, entre guillemets. Bon, notre ami Tommy Chaud qui dit mes stars du biathlon, non, non, on parle pas de biathlon ce soir, hein. Je pense qu'ils ont été mis en avant tout au long des semaines. Euh, voilà, rentrer dans les points pour la première fois, à même pas 20 ans, 19 ans, ce que je disais tout à l'heure, ouais, c'est bon espoir un petit peu pour la suite. Alors, surtout sur le tremplin où tu réalises des bonnes choses, hein. Ouais, ouais, en fait, pour le moment, j'ai un peu plus de facilité au tremplin. Hein. Euh, En ski, ça vient petit à petit. Je me sens quand même beaucoup mieux que l'hiver dernier, mais c'est sur la bonne pente, ouais. Selon toi, c'est une progression, on va dire, classique pour un combiné, parce que c'est vrai que le saut, on prend toujours un petit peu, avec le temps, on prend l'expérience, mais sur le fond, il n'y a pas de secret, c'est avec les années qu'on acquiert un petit peu d'expérience de caisse, comme on dit. Ouais, ouais, exactement. Bah, faut faire des heures et ça vient avec le temps, ouais. Et là, alors du coup, là, vous êtes en Norvège hein, pour la deuxième étape. C'est quoi un petit peu ton état d'esprit? Est-ce que tu penses que enfin, renouveler un petit peu un top 20, top 25, c'est quoi un petit peu Ouais, c'est ça, ouais, c'est essayer de continuer à construire des week-ends qui me font apprendre des choses et essayer de remettre quelques points, ça serait cool. Et
continuer surtout à faire des courses de ski construites Ouais. pour, pour la suite, quoi. Alors il y a Antoine Gérard, hein, qu'on salue, hein, le quatrième de l'équipe de France, hein, qui nous suit également, le Vosgien cette fois. C'est vrai qu'il dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'âge, tellement ils sont forts. On parlera d'âge quand même, hein, parce on a presque le doyen de l'équipe qui est au milieu. Euh, Juste pour terminer avec toi, Marco, il y a aussi cette année pour toi peut-être les championnats du monde junior. C'est quoi un petit peu le calendrier pour toi? Ouais, ben c'est surtout le gros objectif de l'hiver, c'est ça, les mondiaux juniors. Et puis après, pourquoi pas essayer de se sélectionner pour les championnats du monde. Et c'est surtout les championnats du monde junior, ouais, les gros objectifs de l'hiver. Bon, bah, en tout cas, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup en tout cas, Marco. On va passer eh ben, à la personne au milieu, hein, qui faisait le pitre tout à l'heure et discutait avec Mathéo. Je sais pas ce qu'il disait, notre ami Lolo. 25 ans Lolo, hein, le plus vieux. Alors peut-être pas de l'équipe de France, si, parce qu'Antoine il est plus jeune. Ah. Comment? Non, 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 Antoine, il est plus vieux. Bon, bah ça va. Et tu me disais en préparant la saison et tout, voilà, que tu voulais retrouver un petit peu plus de régularité notamment sur le tremplin. C'est vrai que il y a eu un petit creux l'an dernier aussi à cause du Covid, mais là quand même avec bah, deux top 10, hein, dont la sixième place le samedi et le top 15 le dimanche sur le format Mass Start et ensuite le saut. Est-ce que c'est pour toi c'est le week-end un petit peu le plus régulier de ta carrière en Coupe du Monde? C'est comment tu dis? Est-ce que c'est ton week-end le plus régulier de ta carrière en Coupe du Monde? Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Ouais, ouais, bah, c'est sûr que deux top 10 sur le même week-end, j'ai jamais fait. Donc, oui, ouais, ouais, on peut le dire. Ça t'a surpris d'arriver aussi en forme parce que tu m'évoquais le coup de barre classique du mois de juillet, mais quand on arrive sur les premières courses comme ça, on n'est jamais trop sûr de sa condition. Non, j'étais pas surpris de ma forme. Je suis quand même montant depuis quelques mois. On a fait une superbe fin de préparation. Donc, j'avais des ambitions d'entrée de jeu et j'avais envie de tout de suite montrer que je pouvais être devant et puis rester au fur et à mesure des courses. Donc, voilà, pas spécialement surpris, mais content de l'avoir fait en tout cas. Et par rapport à dimanche, est-ce que ça te laisse un petit peu de regret? Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai regardé un petit peu le format, en plus, c'était le format où tu avais réalisé ta meilleure performance l'an dernier en Estonie avec une mass start et ensuite le saut. Là, tu étais dans les clous après la mass start. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, il va performer. Alors, tu fais un bon résultat, 15e, hein, mais tu avais une petite pointe de déception ou pas? Ouais, ouais, quand même. Ouais, il y avait une vraie déception après mon saut parce que c'est mon moins bon saut du week-end. Et Mhm. c'est au vu de la Mastart qui était très serrée, il y avait vraiment possibilité d'aller jouer tout devant, comme l'a montré Matteo d'ailleurs. Donc, ouais, il y a eu une petite déception, une fraction de seconde, parce qu'après j'ai vu que Matteo s'était envoyé et qu'il allait jouer vraiment tout devant. Donc, ça m'a aidé à faire passer un petit peu la pilule, on va dire. Et voilà, mais ouais, ça me laisse un peu sur ma faim et ça me donne envie d'aller chercher quelque chose d'encore mieux cet hiver, au fur et à mesure de l'hiver. En tout cas, on est suivi les gars en Allemagne, hein. Il y a un sneaker qui dit salut d'Allemagne. Alors, je sais pas qui c'est, Sneakerman, mais je sais pas si c'est un combiné également qui nous suit. Euh, Tu me disais aussi que voilà, de jouer devant, ça, c'est quoi un petit peu la sensation? Ça procure quoi le fait de jouer devant? Ça rajoute un peu plus de pression quand même quand on arrive à accrocher les meilleurs. On se dit quoi dans la tête? Ben ouais, puis c'est quand même de la satisfaction, plus que de la pression. C'est de se dire, ça y est, là, tu regardes un petit peu à gauche, à droite avec qui t'es sur la piste, tu te dis, bah là, ouais, je suis avec le gratin, donc c'est de la satisfaction. Et puis après bien sûr, il y a la pression parce qu'on sait que c'est des mecs qui sont habitués à jouer tout devant, mais je pense que ça doit nous décomplexer ce genre de résultats, ce genre de week-end, et nous montrer que maintenant on a les armes pour aller jouer avec eux. On a l'impression justement, c'est intéressant ce que tu dis Laurent, parce qu'on a l'impression que il y a eu quand même une phase de reconstruction après la Michapuis, après les Laert, les Bro, choses comme ça, et ça a mis du temps, mais là que cette année, j'ai l'impression que il
il y a le petit truc en plus, il y a une dynamique de groupe encore supplémentaire et il y a quelque chose, quoi, en plus. Ben ouais, je crois que on a réussi à élever notre niveau tous ensemble et ça fait qu'on a des ambitions maintenant. On arrive bien en début de saison, on se sent quand même péchu et du coup, bah, ça donne envie pour la suite, hein. Ouais. Et la suite, justement, en termes de classement général, tu te fixes du coup avec ces bons résultats, tu te dis bon bah allez, je vais tenter le top 15 ou bon, tu vas rester prudent un petit peu parce que chaque week-end les cartes sont rabattues, hein, comme on dit. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je suis quasiment dans le top 10 de la Coupe du Monde, ex aequo 10e. Donc voilà, l'objectif c'est de rester un peu, un petit peu là au milieu. Après, c'est vrai que top 15 du général en fin de saison, ce serait quand même une belle performance, ouais. Alors il y en a un qui est à côté de toi, hein, qui est sur ta droite. On va finir par Mathéo qui a 20 ans, la vingtaine, c'est le bel âge, hein, comme on dit. Vous ferez gaffe, ça passe assez vite, hein, la vingtaine. Euh, alors c'est vrai que t'as un petit peu ébloui, un petit peu. Ça faisait depuis 2017, hein, et une deuxième place de François Brault qui n'a pas eu de podium côté tricolore. Le réussir après tant d'années, et c'est vrai que c'était dans les clous avec Laurent hein, le dimanche, hein, réussir le bon saut au bon moment, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc ça montre aussi la performance, quoi. Ouais, c'était une très très belle journée qui avait bien commencé avec du coup la Mastart. On savait que les premiers mots après avoir passé la ligne avec Laurent, c'était qu'on était vraiment dans le coup et qu'il y avait quelque chose de beau à jouer, on savait. Et du coup, ouais, s'il y avait bon saut au bon moment, on savait que ça allait faire une super performance. Après, de là à aller chercher le podium, on savait pas exactement parce que ça dépend aussi des meilleurs. Et voilà, tout s'est parfaitement aligné et ça a fait quoi du coup. Le saut quand, bon, je crois que c'est 147 mètres 50, hein, c'est ça ton saut, Mathéo? C'est Seidel le 147,5. 145. Et, et quand on arrive comme ça, alors on sait qu'on a fait une belle performance, mais comme tu le dis, il faut attendre. L'attente était assez longue, hein. J'ai regardé, j'avais plus d'une dizaine de dossards, choses comme ça. Euh, Là, dans la tête, tu passes par toutes les émotions. C'était quoi un petit peu le ressenti? Ouais, il y avait beaucoup de stress. Il y avait aussi encore beaucoup d'excitation et un peu l'adrénaline du saut qui était encore là pendant un bon petit moment. Et sur le coup, je réalisais pas trop. Et il y a eu surtout beaucoup de stress pour attendre les places sur le podium. Et plus ça allait, plus le stress montait. C'est seulement après le saut de Yamamoto que je me suis dit vraiment que ça allait pouvoir jouer quelque chose sur le podium, je pensais. Et du coup, voilà, de finir deuxième, c'était juste incroyable. Et on se dit, alors je sais pas, moi j'ai jamais connu cette situation, mais est-ce qu'on se dit, ah bah tiens, j'ai envie qu'il rate, enfin qu'il se rate, qu'il fasse moins bien que moi. Il y a quand même cette, voilà, ce petit côté un petit peu, bon bah, allez, je souhaite qu'il fasse moins bien pour garder ma place, un petit peu ce côté personnel, quoi, un peu, j'imagine. Non, je dirais pas forcément Mhm. souhaiter, pas. Non, pas trop. J'ai essayé de juste regarder les sauts. De toute façon, je me disais que s'il devait faire mieux, il ferait mieux et que voilà, j'avais donné mon maximum pour moi au tremplin. J'avais fait mon meilleur saut. Et après, advienne que pourra. Et puis, c'était la place sur le podium qui jouait. Et après, on sait très bien que ça se joue à pas grand-chose. Il y a 50, les 50 meilleurs mondiaux qui s'affrontent tous les week-ends pour 3 places. Donc, ça se joue à rien. On le sait tous, quoi. Et l'après course avec toutes les sollicitations, avec bah, le podium, un petit peu voilà le programme, et tout ce qui va avec un podium, le protocole comme on dit. Comment on le vit alors du coup? Bah, c'est juste trop bien de faire les premières cérémonies, les premières interviews, les premiers moments à chaud, c'est toujours des bons moments et en tout cas, d'avoir vécu ça une fois, ça donne juste envie de refaire ça tous les week-ends. Et tu parlais à mes amis de Nordic Mike que c'était un petit peu ton rêve d'avoir d'être sur le podium avec ton idole. On dit quoi son idole quand on est à côté de lui? Bah, je lui ai pas dit grand-chose, hein, j'adorais à côté de lui gentiment. Non, il y a eu juste une accolade et quelques mots qui se sont un peu échangés, mais rien de bien incroyable.
Mais ouais, c'est sûr que ça donne envie quand on est à côté de. Même Yamamoto, hein, c'est quand même une star aussi qui rate jamais beaucoup de sauts et puis qui est toujours là. Donc faire partie de ce podium, c'était ouais, une bonne fierté pour moi. Ouais. Et pour terminer, les gars, je vois que vous êtes encore jeunes, il y a encore des belles perspectives, alors notamment pour les prochains JO. C'est un petit peu votre point de mire quand on voit votre collectif, ce trio jurassien qui performe déjà en Coupe du Monde. On se dit, je crois que c'est dans 3 ans, dans 4 ans, je crois, dans 4 ans les JO. On se dit, bon, bah, ça peut faire le job sur le relais, quoi. Je laisse Laurent si tu veux. Carrément, ouais, carrément. Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, hein. De toute façon, là, toute l'équipe est focalisée sur ce projet à moyen terme, on va dire. Pour l'instant, là, on est dans notre saison et tout ça, mais c'est sûr que dans notre tête, on a tous bien à l'esprit que en continuant à augmenter notre niveau comme ça, on va pouvoir aller jouer quelque chose aux prochains Jeux Olympiques. Donc oui, ça, c'est déjà dans notre tête. Est-ce que dans votre tête, vous avez déjà aussi l'apéro d'après-saison? Parce que je vois qu'il y a Lob qui dit tu payes ta belvédère quand tu reviens. Euh, Il y a, il y a cette phase de décompression des fois pendant la saison où on se dit tiens, j'ai envie de me lâcher ou c'est compliqué. Marco, toi qui es plus jeune, comment tu vis ça? Bon, pendant, non. Non, Ouais. franchement, c'est quand même, c'est quand même un peu chaud, mais c'est sûr qu'après, je pense que si la saison elle roule comme ça tout l'hiver, Il y aura quelque chose à fêter en fin de saison, mais voilà, pour l'instant, on tient le coup et surtout, il y a les week-ends qui s'enchaînent, donc on peut pas trop se permettre de faire quelques écarts comme ça. Et c'est vrai que pour terminer avec toi, Mathéo, je parlais en introduction que ton père avait fait du combiné. Qu'est-ce qu'un papa alors, peut te dire à part la fierté, mais il t'a dit quoi? Bah tiens merde, tu m'as battu ou qu'est-ce qu'il t'a dit alors du coup? Non, moi il m'a dit voilà que bah, qu'il était fier de moi et qu'il était surtout content pour moi dans un premier temps et que non pas du tout de, euh, de jalousie ou de dire t'as été meilleur que moi, non pas du tout et il y a surtout ouais, de la fierté et puis ouais, il était super content pour moi, il m'a dit qu'il le sentait bien depuis cet été et que en plus du coup qu'il soit là c'était juste un super moment qui restera gravé voilà. Alors on finit juste par une date qui va être quand même assez importante pour le combiné français. Et je pense que vous savez de quoi je vais parler. C'est Chauneuve qui revient hein, le 20 et 22 janvier. J'imagine qu'il y aura une grosse pression, une grosse attente sur vous. Bon, c'est encore un peu loin, mais vous y pensez quand même sur le retour de Chauneuve? Ouais, ouais, bah, c'est sûr, hein, on l'a bien sûr en tête et on connaît bien le site et je pense que, enfin en tout cas on l'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour nous supporter et qui attendent ce rendez-vous avec impatience. En tout cas, on attend vos prochaines compétitions avec impatience et ça repart dès ce week-end en Norvège. Merci à vous pour les trois, pour la dispo. Merci. Avec Encore plaisir. bravo. Et puis à très vite au bord des tremplins. Puis bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bis bis. Merci beaucoup. Alors on remercie Mathéo, Marco et puis Laurent pour leur disponibilité, hein, parce que là ça repart dès demain hein, sur Lillehammer avec le saut de réserve. On va enchaîner sur notre deuxième partie d'émission. On va parler de l'e-sport. Alors c'est notre ami Pascal Coco du club de Cototsé qui m'a donné cette info, c'est ce petit portrait à faire d'un athlète qui est devenu champion de France d'e-sport de sim racing et il s'appelle Maxime Collomb. On va le rejoindre. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser. Et puis on va découvrir tout ça avec lui. Bonsoir Maxime. Salut Quentin. Merci d'avoir accepté l'invitation pour présenter un petit peu. Bah, alors, on va parler de sport parce que c'est du sport, hein. Tu nous expliqueras d'ailleurs en quoi c'est un sport, hein, parce que les gens vont peut-être se poser la question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, d'où tu viens un petit peu, puis ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Maxime Collomb, j'ai 36 ans, je vis à Arbois, je travaille chez Doras à Arbois avec Pascal Coco notamment. Je suis magasinier comme lui, c'est mon chef tout simplement.
Euh, j'ai fait pendant 17 ans du sport automobile réel dans la discipline du rallye. Mhm. Moi, quand je suis né, mes parents pratiquaient ce sport, donc j'ai baigné dedans, hein, dans le sport automobile, dont les rallyes. Et depuis 3 ans, 3 ans et demi maintenant, je pratique en compétition le sim racing. Donc sim racing, simulation automobile sur simulateur en Ju- compétition. Juste la bascule du rallye physique au simulateur, comment c'est venu? Pourquoi t'as arrêté du coup? Alors, comme un petit peu tout le monde, on a tous joué à la console sur des jeux vidéo, que ça soit automobile ou autre. Et, euh, et j'ai toujours joué comme tout le monde et j'ai découvert un petit peu cette passion-là par le biais d'amis notamment qui avaient des matériaux un peu plus performants qui du coup m'ont fait découvrir le sim racing en compétition en ligne et, Mhm. euh, et avec tout ce qui suit, hein, c'est-à-dire des compétitions officielles, des choses comme ça. Et du coup, bah, le Covid a aidé aussi à ce qu'on se mette un petit peu plus là-dedans, puisque nous, les compétitions ont été arrêtées, hein, forcément. Et puis, en termes de budget, aujourd'hui, le sport automobile réel devient très compliqué. J'ai eu une petite fille, j'ai acheté une maison, donc ça a beaucoup Beaucoup de changé gens, la vie. quoi, hein. Ouais, ouais, hein, c'est. Voilà, ça a beaucoup changé la vie et du coup, bah, c'est vrai que avec le Covid, bah, on s'est un petit peu plus mis dans la simulation automobile à un niveau un petit peu plus élevé, avec du matériel un petit peu plus professionnel, et on s'est intéressé de plus en plus à ça. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. La voiture de course réelle a été vendue et voilà, tout simplement, hein. Tu nous montres un petit peu. Alors, du coup, je vois l'installation derrière. Alors, il y a Romain qui dit raconte-nous un petit peu nos rallyes ensemble. Peut-être que tu évoqueras un petit mot sur tes rallyes, mais ouais, c'est quand même une sacrée installation, là. Vraiment, on se croit vraiment voilà, dans un petit cockpit de voiture de rallye. Mais tu parlais d'argent tout à l'heure. Ça coûte cher, ça? Alors, le matériel qui est derrière moi, oui, on en a un petit peu pour 10 000 € à peu près. Alors aujourd'hui, il faut savoir que ces outils-là, c'est des vrais outils de travail. On a des pilotes comme Sébastien Loeb, Romain Grosjean, Max Verstappen, qui utilisent tous ce genre de produits pour s'entraîner en dehors des compétitions réelles. C'est des vrais outils de travail. C'est Aujourd'hui, la réalité a atteint un tel niveau enfin, le virtuel a Mhm. atteint un niveau de réalité absolument incroyable, que ça soit en termes de plateforme de jeu ou même de matériel, comme on peut voir derrière. Donc c'est vrai que c'est des vrais outils de travail, d'où le fait que aujourd'hui le sim racing est devenu un véritable sport parce que quand on est là-dedans pendant une heure et demie intensive, je peux vous dire que on en sort bien mouillé et surtout bien fatigué parce que c'est extrêmement physique, comme on peut le retrouver dans une voiture de compétition réelle. Et j'en reviens à parler des pilotes réels qui roulent beaucoup là-dedans. Ils sont clairement bluffés par l'efficacité de ces machines-là et le pratiquent de plus en plus pour notamment travailler en dehors des compétitions, quoi. Alors là, on voit aussi les sensations. Est-ce qu'elles sont identiques ou pas à une course classique de rallye? Alors, les ressentis en termes de pilotage commencent à devenir de plus en plus similaires. Les seules différences qu'on n'a pas, c'est l'odeur, l'adrénaline pure et la peur aussi de sortir de la route. Ça, c'est vrai que, alors nous, en compétition, on n'a pas le droit de sortir de la route, hein, comme en réel, hein. C'est aujourd'hui le virtuel est vraiment proche du réel en termes de compétition. Tout le monde pense que jouer à la console, c'est jouer à la console. Aujourd'hui, nous, dans un domaine un petit peu plus professionnel, c'est plus le cas. On se bat dans des compétitions officielles. Donc c'est vrai que les ressentis deviennent de plus en plus similaires. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des simulateurs dynamiques, ils appellent ça. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vivants, ils bougent. Donc hormis le fait de ne pas avoir l'odeur et l'adrénaline pure d'être dans le véhicule, euh, hormis tout ça, on arrive à ressentir quasiment les mêmes choses que dans la réalité, oui, c'est sûr.
Alors, Romain qui dit, t'es pas beaucoup sorti toi. Alors, je vais le contredire malheureusement. Alors, je travaille en même temps que j'écoute, mais c'est vrai que sur la page de de ta team, hein, le NSH Racing Team, cet été au championnat Euro GT 2000, tu es sorti. Oui. Tu es sorti lors de la troisième spéciale. Alors, tu étais à l'attaque pour jouer devant, apparemment, et t'es sorti. Euh, J'imagine que là, c'est vrai que bah, tout s'écroule et puis du coup, bah voilà, c'est terminé pour la suite du rallye. Enfin, c'est fini, quoi. Alors, c'est vrai que les organisateurs aujourd'hui reproduisent clairement la réalité des choses, c'est-à-dire que les plateformes de simulation nous permettent d'avoir des dégâts sur les véhicules qui sont assez proches de la réalité. Donc c'est sûr que quand on fait une sortie de route ou quand on abîme un petit peu la voiture, on le ressent tout de suite. C'est extrêmement bien fait, hein. Aujourd'hui, quand on voit à la télévision les 24 heures du Mans virtuelles, par exemple, qui est une des plus grosses compétitions de simulation au monde, on se rend bien compte de la réalité des choses. Donc c'est vrai que quand on sort de la route, c'est terminé, la voiture est abîmée et on ne peut pas faire restart et on repart. C'est impossible. Les règles aujourd'hui du sim racing en compétition sont comme ça. Ils se rapprochent de plus en plus de la réalité. Et du coup, c'est vrai que à cette course-là, par exemple, oui, on est sorti de la route à haute vitesse, la voiture était abîmée et c'est terminé. Dans ces cas-là, c'est sûr que C'était pas pour t'induire en erreur, hein, voilà, mais j'ai vu ça justement l'information et j'en profite d'ailleurs hein, pour remercier Marco Ennis qu'on avait juste avant, qui te salue, qui dit c'est vraiment impressionnant, bravo pour tes performances. Euh, Justement tes performances, moi je voulais revenir avec toi parce que Pascal m'a parlé, bah tu verras, il a été champion de France RSF. C'est quoi RSF alors? Alors, RSF, c'est la plateforme de rallye qu'on utilise. Donc, c'est-à-dire que c'est une simulation de rallye qui se joue exclusivement sur PC, parce que c'est des plateformes qui sont développées systématiquement chaque semaine. Ils inventent des nouvelles choses, si vous voulez, pour pouvoir reproduire encore plus la réalité. Ils développent des nouvelles spéciales, des nouvelles voitures, des nouveaux ressentis et choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça se joue exclusivement sur PC. Donc, la simulation par excellence en termes de rallye. C'est aujourd'hui la plus grosse plateforme, mais c'est surtout la meilleure en termes de ressenti. Et c'est ce qu'on recherche, hein, nous, dans la simulation en compétition. Hein. On cherche tous des plateformes qui nous font ressentir au plus proche du réel, hein, tout simplement. Sur circuit, ils ont deux plateformes absolument exceptionnelles. Nous, en rallye, on en a plusieurs aussi, mais RSF est celle qui est sûrement la plus réaliste, en tout cas. La fatigue de ce sport, tu disais tout à l'heure, tu étais séché à la fin d'une heure, que ce que pose la question d'ailleurs Marco, mais c'est une fatigue nerveuse. Tu parlais de voilà de transpiration, de mentale aussi, je pense. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. Alors, en fait, c'est pour ça que le sim racing est devenu un véritable sport. Aujourd'hui, en termes de physique, c'est vrai que c'est très intense parce que les ressentis font que c'est quand même vraiment du sport en termes physiques, mais mental aussi, parce qu'aujourd'hui, les compétitions sont tellement relevées. Le sim racing est ouvert à tout le monde, donc ça permet d'avoir énormément de concurrence, de la concurrence qui est de plus en plus costaud, comme on peut dire. Aujourd'hui, c'est pas comme dans la réalité, c'est-à-dire qu'on peut rouler à n'importe quel moment dans un simulateur, donc forcément s'entraîner à n'importe quel moment. Donc plus on s'entraîne et plus on est bon. Donc forcément, quand on est sur une compétition importante, comme le championnat de France par exemple, il est clair que la fatigue mentale à la fin d'une épreuve est quand même assez intense. Moi personnellement, je passe entre 20 et 25 heures par semaine dans le simulateur parce que aujourd'hui, si on veut atteindre un niveau d'excellence ou en tout cas très élevé, on est obligé de s'entraîner sur le pilotage, mais aussi s'entraîner sur la préparation des épreuves. Il faut apprendre à régler la voiture. Ouais, justement, j'allais te dire, donc, toi, tu as une SS3, c'est ça, la voiture, c'est quoi la marque de ta voiture? Alors, dans la simulation, vous voulez dire? Mhm. Tu veux dire, pardon? Ouais, ouais. Alors, c'est une Ford Fiesta dans la catégorie R5. Donc, les R5, c'est comme dans la réalité, c'est les petites WRC, ils appellent ça.
Donc, Et du coup, alors la structure te paye, t'es quand même financé, payé pour faire ça, pour être dans le team ou pas? alors ça, c'est la bonne question. Non, je ne suis pas pilote professionnel. Alors justement, c'est intéressant d'en parler parce que aujourd'hui dans le sim racing, il y a des pilotes professionnels. Je parlais de Romain Grosjean tout à l'heure qui a monté son équipe et qui a trouvé énormément de partenaires qui permettent en fait à ces pilotes d'être rémunérés. C'est aussi parce qu'ils roulent sur circuit et sur circuit, c'est énormément médiatisé. Nous, sur le rallye, c'est un petit peu différent. Le rallye est moins développé, malheureusement. Ça pousse pour que ça aille dans le bon sens, mais c'est moins développé. Donc, NSH Racing Team, l'équipe dont je fais partie, qui est en fait l'équipe d'une marque de fabrication de simulateurs qui est basée à Annecy, alors ne il nous rémunère pas. On a des avantages, bien entendu, sur le matériel, mais on n'est pas rémunéré. Je ne suis pas payé pour être pilote. En tout cas, pas encore, ça c'est sûr. Question simple, mais est-ce que un bon pilote de simulateur peut être un bon pilote sur la route ou l'inverse? Alors, oui, on a des exemples de pilotes qui sortent de la simulation, qui aujourd'hui roulent en championnat du monde junior des rallyes, notamment un qui a débuté dans la simulation et qui aujourd'hui vraiment a fait une saison exceptionnelle en junior WRC, ils appellent ça, donc dans la réalité. Alors un pilote réel qui roule en simulation est très bon aussi. On a eu la preuve, Romain Grosjean par exemple qui roule énormément, Max Verstappen roule énormément sur simulateur et en compétition avec nous. On a aussi la chance d'avoir le nouveau champion du monde des rallyes qui roule un petit peu en simulation aussi. Ils sont très forts, sauf que la différence c'est que nous on est tout le temps dans les simulateurs, eux le sont un petit peu moins. Donc il y a des petites différences qui fait que un pilote de simulation peut être aussi bon qu'un pilote réel en simulation. C'est vrai que c'est les techniques de pilotage qui sont très similaires, mais un petit peu différentes quand même. Donc, c'est vrai qu'il faut être 100% dans le simulateur pour vraiment être performant en simulation. Et là, pour la suite, alors on va revenir sur un petit peu ta participation là, à une épreuve un petit peu solidaire, mais est-ce que tu as d'autres championnats internationaux, choses comme ça, des épreuves qui vont arriver? Alors là, on arrive à la fin de la saison. Donc, il y a un peu moins d'un mois, j'ai réussi à remporter le championnat de France. Donc un vrai titre de champion de France. C'est pas n'importe quoi. C'était pas forcément un objectif en début de saison. Et puis j'ai fait vraiment je pense une très belle saison. J'ai gagné plusieurs rallyes. J'ai été très fiable sur toute la saison. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de la saison. Les championnats vont se terminer, comme dans la réalité. De toute façon, ils essayent de reproduire le même calendrier que la réalité. Donc là, ça va se terminer en termes de rallye. L'objectif a été bien rempli avec ce titre de champion de France. Ça a été vraiment exceptionnel. Et j'en profite juste au passage pour remercier mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé aussi à gagner ce titre. Et on se lance dans une opération un petit peu exceptionnelle avec deux autres pilotes qui font partie de l'équipe aussi. On se lance dans une compétition de 24 heures qui se déroule sur circuit. Donc, c'est une compétition qui se déroule dans les mêmes circonstances que les 24 heures du Mans, les choses comme ça. C'est 24 heures réelles. C'est en équipe de 3 pilotes, donc en relais sur la même voiture, mais dans 3 simulateurs différents. Aujourd'hui, la simulation permet aux organisateurs de pouvoir faire ce genre de choses. Donc, ça sera au mois de janvier. En plus, c'est pour une très belle cause parce qu'en France, il y a une petite Anna qui est malade d'une maladie assez grave et qui se bat chaque jour et et un jour un sim racer, on appelle ça, est rentré en contact avec elle et a créé cette course il y a 5 ans avec aussi l'association Enfants Malades contre le cancer. Donc c'est une course qui est mondialement connue. Oui, il y a 180 inscrits là, si je vois bien un petit peu Ouais, la tout à course fait. là. Dont des pilotes comme Romain Grosjean, par exemple, qui est parrain de cette course et qui sera là aussi en tant que pilote.
c'est quelque chose d'assez, c'est un challenge assez incroyable parce que pendant 24 heures non-stop, on sera dans les simulateurs, hein, comme dans la réalité, hein. Donc c'est vrai que on avait envie de faire ça parce que c'est quand même une expérience assez exceptionnelle en termes humains, mais en termes sportifs aussi, hein. Il va falloir tenir le rythme, hein. 24 heures, ben, c'est long, ça va être très long, hein. Si on fait 24 divisé par 3, ben, ça fait 8 heures chacun, hein, quand même dans le simulateur, dans le simulateur, pardon. Donc, on s'est lancé cet objectif-là. Ça sera le 7 janvier. Ça sera télévisé sur YouTube et sur Twitch par une chaîne spécialisée dans le sim racing. Et donc, voilà, on va essayer de profiter de cette expérience assez incroyable. L'objectif, il est avant tout, on va dire, solidaire sur cette épreuve-là. Tout à fait. L'objectif, il est d'aller au bout, de vivre ce moment entre amis. Alors bien sûr, sur le côté sportif, on a toujours envie de bien faire aussi, hein. On est déjà en entraînement, à travailler sur la voiture, à travailler sur le circuit aussi, parce que c'est pas vraiment notre discipline de prédilection. Donc il faut apprendre, hein. C'est un autre monde, hein. Le circuit, c'est pas le rallye. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas tu montes dans le simulateur, tu roules et ça vient tout seul. Non, il faut énormément de temps. J'ai essayé au Mondial de l'Auto, justement, un simulateur de rallye, un peu comme le tien, mais bon, en mode plus avec les pédales et les volants, mais sans le Mhm. baquet. C'est pas simple, hein. Ben non. C'est Ouais, aujourd'hui que c'est devenu de plus en plus un sport connu et reconnu parce que le sim racing compétition, c'est un monde extrêmement difficile. Ça s'apprend. C'est chaque jour, on travaille. C'est du véritable travail, hein. On fait pas les choses à moitié. On travaille dans tous les domaines, hein, que ce soit en physique ou en mental. Comme je disais, sur la voiture, sur le matériel. Tout ce matériel-là est réglable, donc il faut travailler sur tout ça. C'est très intéressant, hein, notamment, hein. Et c'est vrai que l'objectif de cette course, ça va vraiment essayer d'aller au bout de ces 24 heures, de voir la ligne d'arrivée. Et ça va quand même être un sacré challenge, hein, mais je pense une belle expérience. En tout cas, nous, malheureusement, on est arrivé au bout de l'émission. Alors, c'est facile, la transition est facile à l'arrivée de notre émission ce soir. Juste avant de terminer, je voulais juste te passer le bonjour de Patrice Catelin, Baptiste Massonnier, alors quelques personnes que tu connais aussi, Françoise Monnier, voilà, qui sont un petit peu admiratifs de ce que tu fais. Merci encore à toi de nous avoir présenté ça. C'était vraiment top, vraiment voir l'habitacle et tout. Alors, est-ce que tu peux juste nous montrer un peu plus, te rapprocher de peut-être pour voir un petit peu, alors, ça soit le volant, il y a des choses spécifiques, j'imagine. Alors oui, bien sûr, hein, c'est des volants qui sont particuliers, des moteurs de volants particuliers. On a, on a donc la machine qui fait tourner tout ça, hein, qui est un PC. On a des vrais pédaliers avec des vraies pièces automobiles, hein. C'est du liquide, hein, qui est Ouais. dedans, comme dans la réalité, hein. Voilà, on a, c'est difficile à te montrer, mais euh, je vais essayer de faire le tour. On a tout le matériel des boîtes de vitesse, des freins à main, et absolument comme dans la réalité, quoi. Donc c'est voilà, c'est des vrais outils de travail. C'est en fait tout simplement une voiture reproduite en simulation, hein, tout simplement, hein. Est-ce qu'il y a des risques pathologiques avec l'écran, l'exposition à l'écran répétée? Est-ce que tu as eu des problèmes depuis que tu fais malheureusement ce sport? Non, parce que ce qu'il faut faire, c'est essayer de rouler 2 heures, 2 heures et demie maximum. Aujourd'hui, bon, les écrans sont tellement de qualité qu'ils abîment moins les yeux qu'avant aussi, hein. C'est vrai que quand on roule dans un matériel comme ça, il faut quand même des produits de qualité. Donc, non, j'ai jamais eu ce souci-là, à part être extrêmement fatigué parce que beaucoup forcé. Sinon, non, en termes de problèmes physiques, non. Bon, bah, Mais c'est il faut, super. mais comme tous écrans, il faut faire attention. Et ben, ça sera le message de la fin. Merci beaucoup en tout cas, Max, c'était Merci à top. toi. Merci beaucoup à toi. On échange dès demain sur YouTube. Et puis, bah, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année parce que ça va vite arriver. Et puis, plein de bonnes choses pour ces 24 heures début d'année prochaine qui vont être bien intenses. Donc, prépare-toi bien. Et puis, bah, en tout cas, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. À Bonne bientôt. soirée. Ciao, ciao. Merci. On remercie Max hein, pour sa présentation. C'était vraiment top de rencontrer ce sport. Alors, c'est vrai que c'est un vrai sport, hein, comme on l'a dit.
En tout cas, bravo à lui hein, pour tout ce qu'il a fait, son titre et la suite, la course solidaire qui va venir au mois de janvier. Avant de terminer l'émission, je vais juste revenir avec vous sur deux actus. Féliciter d'abord le club de Jura Sud hier au foot hein, qui s'est qualifié pour les 32e de finale de Coupe de France où ils vont défier Ajaccio très prochainement. Enfin, je ne sais pas où est-ce que ça va se tenir d'ailleurs le match. On verra, affaire à suivre. En tout cas, bravo à eux. Ils ont fait un partout dans un match à rejouer et ils ont gagné au tir au but 4-2. Et je voulais aussi féliciter un ami à moi, Victor Bouvet, qui a réalisé une très très belle performance ce week-end au trail d'Arbois, le trail nocturne, avec une belle 12e place au scratch hein, sur plus de 366 coureurs. Donc bravo à toi Victor et puis bravo à tous les participants parce que c'est vraiment l'essence même du sport, c'est de se dépasser, peu importe le niveau. Donc, bravo encore à tout le monde. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis ce soir. Je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, dépensez-vous et puis prenez soin de vos proches. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Allez, ciao.